Bienvenue à toutes et à tous, c'est Sébastien Bruno-Durand, le créateur du podcast indépendant Parlons de votre mental. Après une première saison avec 20 épisodes, avec des invités issus d'univers très variés, je repars à la rencontre d'incroyables personnalités qui, je l'espère, vous inspireront dans votre quotidien et viendront booster vos ressources psychologiques pour être performants dans vos réalisations personnelles, professionnelles, sportives et vous aideront à être bien dans vos baskets. Nos invités se livreront cette saison à un portrait chinois, parleront des actualités et projets qui les animent et des qualités mentales qu'ils utilisent depuis des années. Soft skills, confiance en soi, motivation, gestion des émotions, gestion des échecs, ainsi que leur capacité à rebondir pour toujours aller plus haut, plus loin, en étant toujours positif. Excellente écoute à toutes et à tous et découvrons avec plaisir notre invité du jour. Bienvenue à toutes et à tous sur un nouvel épisode de Parlons de votre mental. Et aujourd'hui, je suis content, là, je retourne sur mes terres natales, du côté d'Aix-en-Provence, donc en Provence, Côte d'Azur, pas très loin. Et je suis heureux d'aller à la rencontre de Khalil Ahmed et de son fiston Noah qui a du mal à trouver le sommeil parce qu'il fait chaud dans le sud. Alors, à défaut, on va entendre de temps en temps la voix de Noah. Et peut-être qu'il nous fera le son des cigales de temps en temps. Salut Khalil. Salut Sébastien, écoute, merci beaucoup pour l'invitation, ça me fait vachement plaisir et Noah aussi est ravi justement, c'est pour ça qu'il arrive pas à trouver le sommeil. Il veut participer également. Bon écoute, moi ça me fait également très plaisir de t'accueillir sur le podcast. Je suis vraiment ravi que tu aies eu le courage de prendre ce temps pour pouvoir répondre un petit peu aux questions, en tout cas en ce qui te concerne sur ton mental. Au petit portrait chinois qu'on va faire au départ pour pouvoir un petit peu savoir un petit peu qui tu es. Et puis à la fin, tu nous diras un petit peu un petit mot pour clôturer tout ça. Alors, on va commencer tout de suite. Est-ce que tu pourrais te présenter rapidement ? Oui, bien sûr. Alors, très rapidement, de manière synthétique, quoi, je dirais. Oui, bien sûr. Alors, je fais des études en tant que chargé marketing et en tant que manager dans la stratégie digitale. Et pour ça, du coup, je fais une alternance dans une entreprise qui porte un projet magnifique qui s'appelle Erilon et qui fabrique des robots pour nettoyer les façades des bâtiments. Donc moi, au sein de cette entreprise, je suis chargé de marketing et communication. Et concrètement, je prends mon expérience dedans. Je me rends compte que tout ce qui est marketing, vu que c'est un secteur qui bouge énormément, ça me plaît vachement. Depuis peu, j'ai rejoint le Refer Challenge, qui m'a permis justement d'exploiter tout ce côté marketing et de me connecter à mon réseau sur LinkedIn pour voir justement l'évolution, comment ça se passe sur le secteur, et rencontrer des personnes passionnantes qui ont pas mal d'expérience dans le milieu, donc c'est vachement intéressant. Et là, du coup, grâce à toutes ces rencontres, j'ai eu l'idée de créer une formation gratuite pour les étudiants, pour les aider à créer des CV digitaux pour leur permettre de mettre sur un site toute leur expérience, que ça soit professionnel, également leur création qu'ils auraient pu faire à l'école ou en dehors, justement leur réalisation personnelle, et également tous les éléments qu'on peut trouver dans des CV classiques, justement pour que les recruteurs puissent se faire une idée rapide de quel candidat ils ont en face d'eux. Bon, super. En tout cas, moi, j'ai suivi ton arrivée sur Refer. J'ai suivi ton onboarding. Et puis voilà. Donc, du coup, tu as pu participer, c'est vrai, à cette, en tout cas, à ce challenge qui est top, en tout cas, pour se faire du réseau, pour essayer aussi de connecter avec des gens peut-être qui font la même chose que nous et qui, avec qui on peut s'entraider, partager, échanger. Et c'est vraiment super. Et puis voilà, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je t'ai du coup repéré pour venir aussi sur le podcast, parce que je trouvais que c'était intéressant, ton parcours était intéressant pour de nombreuses raisons.
notamment par le fait aussi que alors il me semble que tu as participé à mince, j'ai le nom qui me fourche sur la langue. C'est un TEDx? Oui, c'est ça. J'ai participé à un TEDx Talk en mai. Et ça a été, enfin, j'ai toujours rêvé justement de participer à ce genre d'événement, à la fois en tant que spectateur et à terme justement devenir conférencier. Et j'ai eu cette chance. Ça a été génial comme expérience. Alors j'ai pas, enfin, je suis allé au bout de l'exercice. J'ai pas été j'avais certaines attentes justement sur mon passage en tant que conférencier. Ça a pas été totalement accompli. Alors je suis totalement satisfait de l'avoir fait, mais je sais que pour le prochain TEDx, je serai encore meilleur simplement. Ok. En tout cas, c'est une belle expérience. Oui, clairement. Franchement, c'était vraiment appréciable et merci à ceux qui ont organisé ça de m'avoir donné ma chance et de m'avoir permis justement de le faire. Voilà, je regardais un petit peu sur ton profil, et puis là, je vois que on va faire un petit coucou à Marion Prévost. Marion Prévost qui vient de louer tes qualités relationnelles sur LinkedIn. Cette fin de soirée. Ok. Ouais, alors on y va. On va commencer par le portrait chinois. Ok. Oui, très bien. On aurait pu faire le portrait marseillais, mais bon allez, on reste sur le portrait chinois. Comme t'es pas loin de Marseille. Alors attention à tes réponses. Hein. Attention. Très bien. Donc si je te demande ton club de foot préféré, tu me dis surtout pas le PSG, quoi. Non, clairement pas. Bon, on est d'accord. On en parlera après le podcast. Alors, Khalil, quelle est ta couleur préférée? Alors, ma couleur préférée, alors je pense qu'on peut le voir via LinkedIn, mais c'est le jaune pour le coup. J'aime beaucoup le jaune parce que, enfin, pour ce côté, plus ou moins, enfin, c'est flashy, sans LED, c'est une couleur primaire, c'est solaire et ça représente la joie. Et je trouve que, enfin, j'arrive à m'identifier facilement justement à cette couleur. Ok, bon, c'était une mauvaise réponse. Il fallait dire le bleu et le blanc, couleur de Marseille. Ok. Si tu devais choisir un livre, et un seul, lequel choisirais-tu et pourquoi? Si je devais choisir un livre, j'ai un livre que j'ai particulièrement aimé qui s'appelle Comment se faire des amis en 2 minutes, qui est un livre incroyable, qui est facilement compréhensible, qui en gros justement permet à n'importe qui d'aller parler à toutes les personnes qu'elle rencontre et à se connecter aux gens super facilement. À se connecter aux gens facilement parce que justement ça apprend à dire qu'au final même les personnes qu'on connaît depuis de longue date avant c'était des inconnus pour nous mais pour autant on a réussi à créer une relation de confiance et ce livre nous apprend justement à reprendre ces codes pour s'ouvrir aux autres. En fait, c'est ça, il tend à s'ouvrir aux autres et pour s'épanouir dans chacune de nos relations. Et je recommande ce livre à chacun parce que ça, c'est vraiment plaisant et agréable justement. Et ça aide justement pour le côté de networking. Donc c'est bon à cool. prendre. Heureusement que j'ai transformé un peu la question parce que souvent je dis si tu devais prendre un seul livre et pour aller sur une île déserte, alors du coup je sais pas si tu aurais pris celui-là. Je sais pas si ça aurait été utile. Bon. Ok. Le moment de la journée que tu préfères, c'est lequel? Le moment de la journée que je préfère, c'est j'ai tendance à dire le soir. J'aurais tendance à dire le soir parce que le soir, au final, on peut prendre du recul sur l'ensemble de sa journée et de voir si justement si on a pu atteindre toutes les actions qu'on s'était fixées la veille et choisir justement de prendre peut-être un temps sur le sommeil et approfondir certaines actions ou prendre de l'avance sur le lendemain ou justement pouvoir se reposer et profiter justement de sa soirée en sortant, en profitant au maximum et voilà. Ok, surtout qu'en plus avec Aix-en-Provence, il y a plein de choses à faire. Une très belle ville à visiter. Oui, clairement. Et puis les alentours aussi d'Aix, c'est cool. Prochaine question, si tu devais nous donner une de tes principales qualités, ça serait laquelle et pourquoi? Une de mes principales qualités, alors c'est le moment où je me jette des fleurs, donc je vais dire la créativité.
je pense que tu as pu le remarquer via mes posts que, enfin, j'essaye tout, enfin, d'un peu varier justement le contenu de mes posts. Par exemple, Ouais, avec j'ai vu. pour justement aider le live de Marlène et Marine que j'embrasse, qui s'est très bien passé, c'était agréable à suivre. La photo enfin les créations pour promouvoir justement ma formation ou également mes idées, enfin en tout genre niveau marketing et j'aime bien exploiter différents formats pour mettre en avant justement à la fois mes compétences mais également justement ce côté créatif et la capacité d'apporter de nouvelles idées. Bon, pour la petite histoire, Marlène et Marine sont les invités que j'ai eus cette semaine. J'ai diffusé leur épisode dans le podcast et qui toutes les deux sont spécialisées dans le marketing. Voilà, les drôles de dames du marketing, moi je les ai surnommées. Ça correspond bien. Si tu devais choisir un mot, tu choisirais lequel et pourquoi? Un mot? Oui, un mot. Très bien. Quel serait ce mot? Hola, ça serait Hola. J'aime bien je sais pas, le son, enfin que ça soit simple, c'est agréable. J'ai tendance à dire, enfin, Hola justement pour commencer chacune de mes phrases vers une nouvelle personne. Parce que souvent, hello ou hey, enfin, on se tourne souvent vers l'anglais, mais au final, c'est doux à l'oreille aussi l'espagnol. C'est clair, Hola. En plus, c'est pas très loin l'espagnol. C'est sûr. Puis voilà, c'est un conseil du livre ou? Non, du tout. Allez, on va passer dans la gastronomie. Ton plat préféré et ton dessert préféré, c'est quoi? Et pourquoi? Pourquoi tu les aimes aussi? Oui. Alors, mon plat préféré. Alors, c'est pas vraiment un plat, mais ça serait plus une entrée. Mais pour la petite anecdote, mes parents sont originaires des Comores. Et aux Comores, justement, enfin, la cuisine est à tomber. Et je la recommande à tous les auditeurs. Mais il y a une spécialité qui est les samoussas. Bon, alors, de base, on est d'accord, les samoussas, ça vient pas des Comores, mais le peuple comorien a su reprendre cette spécialité culinaire qui vient d'Asie de base et l'adapter justement avec les épices propres à l'île des Comores, aux îles des Comores et ça donne un rendu hyper agréable, hyper doux, enfin un mélange de saveurs vachement bon. Et à chaque fois que justement ma mère en prépare, enfin ça part en quelques minutes parce qu'il y a tout le monde qui se les arrache, que ça soit pour des événements familiaux, pour les mariages, c'est limite une guerre justement parmi les invités. Ok, c'est la guerre des samoussas avec les samouraïs de la famille Khalil Ahmed. C'est ça, clairement. Ok. Alors, c'était ma dernière question. On va enchaîner sur ton parcours. Qu'est-ce qui t'inspire un petit peu ton parcours là? T'es tout jeune, hein? T'as quoi, 25 ans, je crois? 25, 26? 28. 28, je te voyais plus jeune. Bon, 28, bon, tu t'approches de la trentaine quand même. Tu commences à être pas si jeune que ça. Mais ça. bon, t'es encore jeune. Du coup, il t'inspire quoi ton parcours à ce jour? Il m'inspire quoi? Eh bien, j'estime que j'ai tardé à trouver réellement ma voie. Après, enfin, j'ai eu des passages obligés pour savoir, qu'est-ce qui me correspondait et qu'est-ce qui me correspondait un peu moins. Mais, j'ai enchaîné les petits boulots en parallèle de mes études. Une fois que j'ai eu ma licence, je me suis un peu lancé dans le monde du travail à l'aveugle pour voir ce que je pouvais avoir et voir ce qui pouvait me correspondre. Et au final, justement, c'est en enchaînant justement différents emplois, je me suis rendu compte que finalement je prétendais à plus. J'ai repris mes études justement en 2020 et c'est comme ça que justement je me suis tourné vers le marketing. Ok. Donc du coup, ton parcours c'est quoi exactement? Du coup, t'as fait quoi comme études? Comment ça se décline? Alors, qu'est-ce que j'ai fait comme étude? J'ai fait j'ai commencé. Je veux dire, à partir du bac, j'ai eu un bac STMG, donc spécialisé dans la comptabilité. Sans trop savoir vers quoi m'orienter, j'ai fait comme tout le monde, je suis allé vers la faculté d'économie. Donc j'ai eu une licence administration économie et sociale.
Ne savant pas trop quoi faire avec cette licence, du coup, je me suis lancé dans le monde du travail. J'ai été chargé de recouvrement pendant 2 ans, il me semble. Un métier d'avenir, ça. Clairement. Non, enfin, justement, c'est assez particulier. Donc, chargé de recouvrement, si jamais, des personnes ne savent pas, il s'agit de ceux qui appellent les clients pour réclamer de l'argent. Donc, très agréable, non? C'est ça. C'est pas l'idéal, on va dire. Mais encore, moi, du coup, je faisais ça pour des professionnels de santé. Donc, j'étais amené à appeler des clients pour leur réclamer leur mutuelle afin que ça soit la mutuelle qui règle et non pas eux. Ok. D'où le livre Comment se faire des amis en 2 minutes au téléphone. Clairement. Histoire d'adoucir avant de réclamer de l'argent. Mais c'est déjà assez particulier de réclamer justement de l'argent quand on est amené à réclamer de l'argent à des amis, alors à des parfaits inconnus, alors qu'ils sont bien occupés avec leur vie au quotidien. C'est particulier. Mais bon, au final, j'ai fait ça pendant 2 ans, donc c'est que j'ai trouvé au final un moyen de trouver un why justement à cette expérience. Enfin, dans le sens où je voyais ça comme une aide au final plus qu'une contrainte, vu qu'on cherche à déplacer leurs dettes vers un autre organisme compétent. Et bref, après 2 ans, je me suis rendu compte que ça me correspondait pas, donc du coup, j'ai cherché à changer de boulot. J'ai eu une courte expérience, très courte, en février 2020, en tant que commercial. Je faisais du porte-à-porte, et le mois d'après, justement, il y a eu le Covid, le confinement et toute la situation qu'on connaît tous. Et ensuite, justement, à partir de là, je me suis dit qu'il est temps de prendre mon avenir en main, et je me suis tourné justement vers les différents parcours qui pouvaient s'ouvrir à moi au niveau scolaire, et j'ai cherché un master justement tourné vers le marketing et la communication. Donc j'ai rejoint Icademy en septembre 2020, octobre 2020 du coup. Ok, on en sait un petit peu plus. Bon, t'as expérimenté, t'as testé pour finalement trouver ce que t'aimes, quoi, au final. Oui, clairement. Donc comme quoi, il n'y a pas forcément de chemin tout tracé pour ensuite aller trouver ce qu'on aime. Donc il faut explorer. Bien sûr. Et j'aimerais juste ajouter aussi que, vu que je me suis lancé dans le master stratégie digitale, mais comme tu le vois avec mon parcours, j'avais pas spécialement d'expérience dans le domaine. Et j'ai essuyé pas mal de refus parmi les recruteurs parce que, d'une part, j'avais plus de 25 ans, d'autre part, j'avais pas forcément l'expérience dedans. Alors que, justement, en parallèle de mes études, je me suis entraîné à créer des sites, sur Elementor juste pour le plaisir. J'ai toujours aimé justement bidouiller sur Photoshop, sur la suite Adobe et créer, et faire des réalisations qui me correspondaient. Mais pour autant, justement, je pouvais pas le justifier via mon CV ou par mes expériences professionnelles. Donc j'ai pu en parler pendant mes entretiens, mais en soi, concrètement, sur mon CV, je pouvais indiquer que je maîtrisais Photoshop, WordPress et Elementor, mais en soi, dans mon parcours, il y a rien qui le montrait. Je pouvais pas le démontrer vraiment. Et c'est en partie pour ça que justement je me suis dit que ma formation pouvait être pas mal, dans le sens où on a peut-être des expériences qu'on peut pas justifier via notre parcours scolaire ou professionnel, mais qui méritent d'être démontrées, et pour justement peut-être porter un peu plus notre candidature et montrer qu'on est tout à fait compétent. Oui, et puis après le Challenge Refer qui t'amène quand même à faire pas mal de personal branding, à faire pas mal de community management. Ça, comment dire ça, mine de rien, pendant 30 jours, tu peux faire tes preuves, hein, puisque finalement tu peux, illustrer par plein de possibilités de faire en tout cas du marketing dans le cadre de ce challenge, quoi. Oui, clairement. Et justement pour les auditeurs qui ne sauraient pas, mais le Challenge Refer au final c'est un challenge lancé par Caroline Mignot et Arnaud Gazet, qui consiste à publier pendant 30 jours sur LinkedIn. Et en gros, le principe est d'échanger justement avec sa communauté
ce que l'on fait, parce que souvent, enfin sur LinkedIn, on voit comme, que des CV entre guillemets, et on s'attarde pas sur les gens et leur personnalité. Mais justement, le Challenge Refer, ça permet à la fois de dire à notre réseau que voilà, je suis Khalil Ahmed, je suis chargé marketing et communication, et par exemple, je suis à la recherche d'une alternance. Mais en parallèle, on peut dire également que j'ai telle compétence, je peux faire ça, j'ai déjà travaillé sur tel projet, et on peut parler justement de notre expertise, réagir sur des éléments qui vont changer, par exemple dans le marketing, et montrer qu'on est présent. Oui, tout à fait. Et puis, alors moi, j'irais un peu sur une autre dynamique qui est plus de l'ordre du mental, mais il y a certaines, dans ce challenge, moi, ce que je trouve qui est aussi intéressant, c'est la partie mentale, c'est-à-dire le fait de dépasser ses croyances limitantes, c'est-à-dire en publiant, en se mettant un petit peu à nu, en faisant du personal branding, en osant, du coup, parler de ce qu'on fait, en osant aussi, en tout cas publier tous les jours, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans l'effet cumulé, c'est-à-dire que plus on fait petit à petit tous les jours, et plus finalement, au fur et à mesure, du coup, c'est plus facile de le faire, quoi. Donc, du coup, on a souvent, en tout cas, il faut 21 jours pour créer une habitude. Donc, voilà, si on pose pendant 30 jours, finalement, non seulement on a créé l'habitude, mais en plus, on continue à le faire, derrière. Et puis, il y en a plein qui continuent à le faire. Donc, c'est intéressant, en tout cas, on peut travailler plein de choses. Comme on est sur le podcast Parlons de votre mental, ça peut être aussi une opportunité de travailler son mental. Oui, clairement. Et au-delà de ça aussi, j'en ai pas parlé, mais c'est quand même l'axe principal, c'est vraiment se connecter à son réseau. Du coup, d'une part, parler de soi, mais aussi rencontrer les personnes qui composent ce réseau, et voir justement que, chacun a son expérience à apporter, chacun, a une vie, une personnalité, énormément de choses à apprendre, justement, que ça soit dans notre dans notre secteur d'activité ou pas, justement. Et le Challenge Refer permet justement de se connecter, de connecter différentes personnes qui n'étaient pas forcément amenées à se connecter ensemble, et chercher justement à grandir tous ensemble, parce qu'on suit le même challenge. Du moins depuis mai, justement, il y a des cohortes qui ont été mis en place, et par petits groupes, on se soutient, justement, on apprend à prendre des autres via leur post, on apprend à échanger également. Ça fait 2 ans que je suis inscrit sur LinkedIn, mais c'est que depuis que je fais ce challenge que je prends le temps vraiment d'échanger avec les personnes qui composent mon réseau, de faire des zooms avec eux, que ce soit des personnes qui ont fait le challenge ou pas. Et au final, on en apprend énormément. C'est beaucoup plus simple de prendre le temps d'appeler une demi-heure une personne et voir en quoi on peut s'aider mutuellement. Tout à fait. Mais fait du partenariat gagnant-gagnant, quoi, tout simplement. Oui, c'est ça. Ok, pour ton parcours, si je te dis rendre possible l'impossible, ça te dit quelque chose? Ou ça te parle un peu? Rendre possible l'impossible? Oui, clairement. Déjà, on arrive à faire le podcast avec ton fils qui est en train de casser toute la maison derrière. C'est ça. On rend possible l'impossible. Tout à fait. Mais justement, en parlant de ça, en soi, mon fils est, je trouve qu'il est la parfaite illustration de ça, parce que avec ma femme, on avait le projet de faire 2-3 tours du monde, de créer 2-3 licornes avant de s'engager à avoir un enfant. Et pour autant, il est arrivé, et c'est l'une des meilleures choses qui nous soit arrivée en soi. Et c'est fou comme les choses viennent naturellement après ça. Alors il y a tout le quotidien qui change, forcément. Il y a tout le quotidien qui tourne autour de lui. Mais ça paraît tellement naturel, et on fait ça tellement avec amour que c'est un vrai plaisir. Et c'est depuis que je l'ai, justement, que au final, c'est à partir du moment où j'ai eu Noah que je me suis lancé sur des tas de projets, que ça soit la création d'un jeu de cartes, que ça soit justement le Refer Challenge, que ça soit également de participer à un TEDx Talk, et d'autres projets annexes. C'est un peu au final même s'il a que 10 mois actuellement, c'est pour lui montrer que voilà, papa il fait les choses, il essaye d'avancer, et prouver que lorsqu'on se donne les moyens, on peut réaliser certaines choses.
C'est clair. Après, je prends souvent l'exemple des enfants, mais c'est un vrai, pour moi, c'est un vrai moteur et souvent c'est intéressant de voir comment ils procèdent. C'est-à-dire que nous, en tant qu'adultes, très souvent, on a des croyances limitantes où on se fixe des limites. Et quand on a un objectif, bah souvent, quand on nous dit non, bah on baisse les bras. Et souvent, bah du coup, on se résigne et puis on mange son frein, quoi. Alors que bah tu dois le voir avec ton fils, quoi. Un non chez un enfant, en fait, il va trouver un autre chemin pour aller à son objectif, quoi, tu vois. Donc, et quoi qu'il arrive, ton non, il va s'asseoir dessus et puis il va faire tout ce qu'il sait faire, caprice, peut-être des câlins, enfin tout pour arriver à l'objectif de ce qu'il veut, quoi. Donc, c'est intéressant de toujours garder un peu ça en tête, se dire que bon, bah voilà, quand on veut un truc, il y a plein de chemins pour y arriver et qu'il faut pas se résigner et il faut s'accrocher, quoi. Oui, clairement. Et même justement, enfin, comme on disait sur LinkedIn, enfin, on voit de plus en plus de posts, enfin, sur ce sujet-là, que beaucoup de personnes ont tenté justement d'arriver à leur fin, que en suivant une certaine voie, ils sont pas réussi, mais au final, ils se sont orientés sur une autre façon de faire et ils ont pu atteindre leur objectif, même si c'était pas de la façon, enfin, ils voyaient ça d'une certaine façon, au final, ça a été une autre et ils ont quand même atteint cet objectif, ou d'une façon différente en tout cas. Ouais, après, d'une façon différente ou en prenant plus de temps. Enfin, en tout cas, ils ont trouvé les moyens d'y arriver. Oui, clairement. Alors pour ça, bah, pour y arriver, de toute façon, il faut du mental. Si toi, tu devais définir le mot mental, tu mettrais quoi comme définition? Pour le mot mental, je dirais, j'associe le mental à une force au final. C'est enfin à une force, à un muscle, je dirais, dans le sens où le mental, ça se travaille et que, enfin, on a tous un mental en soi, mais il est propre à chacun et c'est souvent, enfin, il est renforcé via les expériences de la vie, que ça soit des bonnes ou de mauvaises choses, et qui mérite justement d'être vraiment pris en considération parce que c'est un peu le moteur de toutes nos actions au quotidien en quelque sorte. Ok. Et si tu devais définir avoir un bon mental, tu mettrais quoi derrière un bon mental? Derrière un bon mental, je dirais un bon mental pour moi, c'est avoir conscience de ses capacités. Un bon mental, c'est de pouvoir dire et enfin de pouvoir admettre lorsqu'on peut faire quelque chose ou lorsqu'on ne le peut pas. Alors bien sûr, enfin pas être défaitiste, mais enfin avoir conscience justement de ses limites. Ok. Alors toi, ta préparation mentale, tu en as une? Tu fais quoi pour te préparer mentalement quand tu as des échéances, quand tu as des entretiens, quand quand tu présentes des trucs? Ton TEDx par exemple aussi. Tu vois, par exemple, tu as dû te préparer pour Oui. dépasser bah, du coup tous les gens qui devaient être en face de toi pour t'écouter, tout ça. Oui, il y avait à peu près une 50aine de personnes, mais alors on a comment je fais? Généralement, je me sers de la visualisation. Je me projette, je me vois justement dans la situation attendue entre guillemets, et j'imagine comment ça peut se passer. Quelle chose peut m'arriver concrètement? Qu'est-ce qui peut être j'essaie d'anticiper au maximum l'inattendu au final. L'inattendu pour être mieux préparé et une fois sur scène, en l'occurrence pour le TEDx, je me voyais réussir, j'arrivais à me visualiser en train de donner justement mon discours et c'est pour ça qu'une fois sur scène, ça s'est très bien passé dans le sens où je cherchais le contact avec le public du regard, j'ai essayé de parler de manière forte et audible. Et ça a été hyper intéressant, mais concrètement, même pour les entretiens, du coup, je me vois d'abord me passer à l'entretien et après, je m'y rends réellement pour le coup. Peut-être l'année prochaine, tu vas passer dans les sketchs qui sont proposés au Maroc, au Marrakech du Rire. Tu vas nous faire un nouveau TEDx version Khalil Ahmed, plein d'humour, parce que du coup, j'ai pu constater que tu avais
plein d'humour là quand on a fait la Refer Party, c'était sympa comme. Ouais. Et j'estime que l'humour c'est sacrément important justement. Enfin, il y a quoi de mieux que l'humour pour briser la glace entre deux personnes justement. Ah ouais, t'as entièrement raison. T'as entièrement raison. Alors, si je te dis l'enthousiasme, est-ce que selon toi c'est primordial ou pas pour le mental? Oui, carrément. Je me considère moi-même comme enthousiasme, pardon, parce que c'est hyper, c'est ta motivation au final. Il faut aimer justement les défis, aller de l'avant et voir justement la progression que tu peux avoir justement en te lançant dans tel ou tel projet. Alors justement, tu parles de motivation. Comment toi tu fais pour te motiver? Comment je fais? Je fais le point sur les apports que ça peut m'apporter justement. Dans le sens où, par exemple, je vais revenir sur le refer, mais le refer, ça a commencé comment? Ça a commencé en voyant pas mal de posts justement autour du sujet. Et je me suis posé la question, est-ce que ça vaut réellement le coup de passer du temps à publier tous les jours, à m'exposer? Alors que, c'était ma période d'examen, donc peut-être j'avais d'autres priorités sur le moment. Et au final, j'ai pesé le pour et le contre. Alors il y avait surtout des pour, et tu te rends compte que le fait de publier toujours, le fait d'être transparent avec ton réseau, le fait de même te créer une communauté, c'est hyper intéressant parce que ça t'apprend une façon d'écrire, ça te permet d'avoir une certaine confiance en toi, et ça peut être que bon à prendre. Alors peut-être que parfois j'ai été un peu trop confiant vu certains contenus que j'ai pu partager, mais dans l'idée en tout cas c'est grâce au fait que j'ai été enthousiaste et je me suis lancé qu'on en est arrivé là. Ok, tu parles de confiance. Du coup, ta confiance, tu l'as construite comment, toi? C'est par le biais des expériences, par le fait d'oser, tu parles du challenge refer qui a forcément augmenté ta confiance en toi. Déjà à la base, t'avais confiance ou pas? Est-ce qu'à la base j'avais confiance? Non, pas vraiment. J'ai appris à construire cette confiance. Je dois avouer que, il y a des moments où je suis pas totalement confiant non plus, mais justement, je me sers de mes réussites personnelles, en soi, que ça soit, des réussites énormes ou peut-être un peu moins, où justement je visualise mes futures réussites pour me dire que oui, peut-être que sur le moment ça s'est pas passé tel que tu le souhaitais, mais en tout cas, à l'avenir, ça te donnera les forces pour aller plus loin, pour passer encore mieux. Du coup, oui, c'est en la travaillant et en me basant sur mes réussites personnelles. Ok, qu'est-ce que tu penses du droit à l'échec? Droit à l'erreur? Sur le droit à l'échec, j'estime que c'est un droit fondamental, c'est hyper important dans le sens où on peut qu'échouer. Il y a pas deux façons de faire. Il y a la réussite et l'échec, mais justement il y a plusieurs justement chemins jusqu'à un objectif. Ça peut justement se passer par sur la non atteinte de cet objectif, mais qui permet justement de débloquer une nouvelle voie et pour mieux s'orienter derrière. Donc il y a pas vraiment d'échec. En fait, je pense que on nous apprend justement dès le plus jeune âge que il y a soit c'est très bon, soit c'est très mauvais. Alors que on devrait, par exemple, je prends l'exemple de l'école, c'est soit tu as 20, 20 ou 0 entre guillemets, mais il y a pas, on te dit pas, ok, tu as eu 2, mais t'as eu ce résultat actuellement, mais tu peux évoluer, tu peux progresser. On te limite justement à un résultat et on te cherche pas à te faire avancer derrière. Et c'est peut-être ça qui nous manque au final. Il faudrait un élément je pense que les activités extrascolaires le permettent, mais de montrer que
par exemple, sur le moment, tu n'es pas fort au judo, mais enfin, à force de t'entraîner, de te donner les moyens, tu progresseras et tu seras tout à fait compétent. Mais que tu vas essuyer quelques coups avant et tu vas progresser derrière. C'est le fameux effet cumulé de toute manière. Tu travailles et puis avec le temps, tu vas progresser forcément. Après, sur la notion d'échec, alors j'en parle, après c'est un mot que j'aime pas, comme tu le sais. Pour moi, l'échec, c'est pas forcément quelque chose qui existe. Je veux dire, on vit des expériences, elles sont réussies ou moins bien réussies, mais l'objectif c'est d'en tirer profit et de pouvoir rebondir pour progresser systématiquement, mais c'est pas forcément des échecs. Parce que quand on regarde le nombre de scientifiques qui ont énormément échoué pour arriver à produire des choses géniales, finalement ils ont bien fait d'échouer, quoi. Donc, mais bon, c'était surtout des expériences pour eux, c'était pas des échecs. Oui, bah oui, clairement. Alors, on enchaîne sur le regard des autres. Est-ce que le regard des autres, c'est quelque chose qui te concerne? Est-ce que c'est quelque chose qui te pose problème? Ou alors tu fais avec? Comment tu t'y prends avec ce fameux regard des autres qui peut être très gênant pour certains, limitant pour d'autres? Eh ben, c'est assez marrant, mais j'ai toujours craint entre guillemets le regard des autres, justement, dans le sens où les créations qu'on peut voir actuellement que je fais sur LinkedIn, j'ai souvent eu l'occasion de les faire, enfin que ce soit personnel ou pour un groupe de potes, mais ça restait dans un réseau très fermé. Et malgré le soutien justement de mes potes, enfin j'ai toujours gardé ça privé et c'était un peu des créations pour moi-même, alors qu'en soi j'aurais pu faire des tas de choses et m'exposer un peu plus, mais au final j'ai toujours eu peur au final du regard que ça soit de mes proches ou des personnes peut-être un peu moins proches, alors qu'au final, enfin j'aurais peut-être mérité à m'exposer un peu plus et justement progresser sur les différentes réalisations que j'ai pu garder. Hop là, il y a Noah qui fait le déménagement de la maison. Oui, déménage, on entend. Pas grave. Travaille sur le regard des autres. Oui, c'est ça. Mais oui, tout ça pour dire que oui, ça m'atteignait énormément avant, mais au fil du temps, j'apprends à me détacher justement du regard des autres et de me permettre jour après jour d'être un peu plus moi au final et de l'assumer concrètement. Et je pense que c'est l'un des facteurs clés justement pour la confiance en soi, d'être en accord avec la personne qu'on veut être et qu'on veut montrer justement. Alors justement, tu dis que tu veux t'en affranchir. Du coup, comment tu t'y prends pour le faire? Comment je m'y prends? J'expose un peu plus justement mes projets. J'expose un peu plus justement ma façon de penser, j'expose également mes réussites et mes échecs. Par exemple, c'est marrant, mais par exemple pour le TEDx, lorsque je l'ai annoncé en soi sur LinkedIn ou même à mes potes ou à mes proches, j'ai annoncé comme quelque chose de génial, mais aussitôt j'ai annoncé aussi que j'ai pas été exceptionnel, dans le sens où je pourrais tourner sur le côté fanfaron et dire mon côté marseillais justement et dire j'ai été incroyable, j'étais le meilleur et c'était que du bon. Mais au final, non, j'assume que je pouvais mieux faire et je ferai mieux justement la prochaine fois. Bon, ok. Tu n'en as pas fait une bengouze alors? Non. Bon, je sais pas si les gens connaissent bengouze. Marseille, ils connaissent, ils reconnaîtront. Alors, à parler de la gestion des émotions, alors, est-ce qu'il t'est déjà arrivé de devoir gérer de la pression, du stress, ou pas? Oui, tout à fait, parce que j'ai tendance à me lancer dans des projets personnels. Enfin, là, surtout en fait cette année, dans le sens où, comme je disais, je suis à la fois, j'ai été, du coup, vu que mon année scolaire est terminée, mais j'ai été à la fois étudiant, alternant justement, papa, et je voulais me lancer dans 2-3 projets, et souvent il y a certaines deadlines qui arrivaient en même temps,
il faut gérer justement sur tous les tableaux, mais sans pour autant délaisser les autres. Donc du coup, oui, ça peut amener un peu de stress justement dans le lot. Mais pour ça, justement, j'apprends à planifier ou à essayer de m'organiser au mieux justement pour arriver à tout tout lier justement pour progresser et améliorer et atteindre le résultat que je souhaite. Ok, alors du coup, pour gérer ta pression et ton stress, tu tables surtout sur une très bonne organisation, c'est ça? Ou tu as d'autres choses qui te permettent de le gérer? C'est surtout l'organisation, oui. Me dire que à tel moment je dois faire ça, et ça me permet de planifier concrètement, de savoir justement si à telle date j'ai pas fait ça, il faut juste que je priorise ça sur le temps qui me reste pour arriver justement à clôturer entre guillemets le projet en question. Ok, ça me va. Alors tu sais qu'en psychologie de la performance, très souvent dans le sport, ce qu'on préconise souvent, c'est de bien déterminer en amont tous les éléments qui sont sous notre contrôle, c'est-à-dire les choses qu'on maîtrise parfaitement, et de lister aussi les éléments sur lesquels on ne peut pas agir. Et du coup, ça permet d'être focus sur les éléments qu'on contrôle, d'être moins, on va dire, perturbé par les éléments finalement qui sont pas de notre ressort et qui viendraient un peu perturber notre concentration et éventuellement venir nous stresser. Et du coup, ça a souvent des effets hyper bénéfiques sur la gestion du stress et des émotions sur des événements importants. C'est-à-dire vraiment être focus sur les éléments, les actions qu'on maîtrise pour sa performance. Oui, ça a l'air pas mal. Enfin, de pouvoir anticiper au maximum justement, les inattendus entre guillemets, ça permet justement de rebondir mieux derrière et de pas être vraiment interrompu entre guillemets. Donc ça peut être un bon élément. Surtout, détermination. J'ai appris justement. Ouais, excuse. Vas-y, tu disais. Oui, pardon. Je disais que justement j'ai appris cette année qu'il y avait un métier justement autour de ça pour les entreprises. C'est la communication de crise, et que c'est toute une stratégie justement pour définir en amont toutes les situations un peu gênantes pour l'entreprise et pouvoir répondre en conséquence dans les heures qui suivent. Alors que justement, normalement, lorsqu'un inattendu te tombe dessus, t'es censé être perturbé, et justement, c'est vraiment un métier au final d'anticiper ce genre de choses. Ok. C'est vrai que la gestion de crise, c'est un vrai métier. Un vrai métier. Ça me fait penser à un épisode que j'ai fait dans la saison 2, il me semble, avec une doctorante qui s'occupe surtout de ces sujets-là, c'est-à-dire être capable de prendre des décisions en situation de crise. Donc voilà, je me souviens plus le numéro de l'épisode, mais c'est un des premiers épisodes de la saison 2. Ça va, je regarde ça. Ou partage-moi le... Oui, clairement. J'irai voir ça. Alors, on rebondit sur la détermination. Du coup, la question que je pose très régulièrement, c'est pour avoir une force mentale, il paraît qu'il ne faut rien lâcher. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce qu'il ne faut rien lâcher, ou on peut lâcher certaines choses? Pour avoir une force mentale, je pense si on peut se permettre quand même de lâcher, on peut se permettre, il faut se visualiser et voir notre objectif, comment l'atteindre. Mais si jamais on voit que, il y a ce qu'on imagine et ce qui nous arrive réellement. Si on voit qu'on est dépassé au final, c'est bien de se relâcher et se dire peut-être que ça je pourrais pas l'atteindre, mais me concentrer sur cette partie, et même si ça risque de me faire du mal entre guillemets de pas atteindre cet objectif là, au moins ça me permet d'atteindre l'autre qui peut être plus important. Ouais, c'est clair. Pourquoi comme t'as un petit là et que je l'entends plus parce qu'il s'est endormi.
Mais du coup, ça me fait penser aux enfants, tu sais, quand on est parents, souvent, on essaye de faire en sorte qu'ils mangent proprement et tout, mais et tu vois, qu'ils se salissent pas et tout, mais finalement, à un moment donné, t'es bien obligé de lâcher parce que finalement, tu te rends C'est ça. compte que c'est pas possible, quoi. Après, ils apprennent à manger proprement avec le temps, mais sur le moment dit où t'as envie qu'ils mangent proprement, tout moment, tu mets une cuillère dans la bouche, ta purée de carottes, elle te revient aussitôt. Donc voilà. Donc voilà, bon, c'était la petite anecdote, mais ça me fait penser à ça avec le petit Noah. Il ne faut rien lâcher. Tu es obligé de lâcher. C'est ça, tu t'imagines que justement, enfin, ça va très bien se passer, que ça va se passer de telle façon, et au final, il y a une imprévue, et ok, tu dois atteindre cet objectif, mais comme tu dis, enfin, ne serait-ce que pour le faire manger, proprement. Bon, pour l'instant, il est pas encore autonome, du haut de ses 10 mois. Je comprends pas pourquoi. Quand même, Mais, avec un peu de force mentale, quand même, tu devrais c'est ça. y arriver. Bon, ne t'inquiète pas, il faut du temps. Il faut du temps pour créer l'autonomie. Ah bah écoute, on vient de passer en revue toutes les questions que je voulais te poser. On arrive vraiment sur la fin de l'épisode. On va le conclure. Je voulais déjà te remercier pour le temps que tu m'as accordé. Je remercie Noah pour pas avoir fait trop de bruit non plus. Finalement, il s'est bien tenu. Il a un peu déménagé, mais je crois que là, il est tombé ou alors il a trouvé une bêtise à faire. Voilà. Et en tout cas, un grand merci à toi, Khalil. Je te souhaite plein de bonnes choses. Je vous invite vraiment, donc les auditeurs, à aller voir en tout cas la formation que Khalil est en train de mettre en place, notamment pour créer vos CV 2.0 en ligne. Je trouve ça vraiment génial. N'hésitez pas à aller consulter tout ça. Je vous mettrai les liens en commentaire ou en tout cas dans le descriptif de l'épisode. Et voilà. Et Khalil, c'est à toi que revient du coup le mot de la fin. Qu'est-ce que tu voudrais nous dire pour terminer l'épisode? Pour commencer, je voudrais te remercier toi de nouveau, justement, Sébastien, pour cet épisode, pour le travail que tu fais. C'est parce que du coup, on s'en rend pas forcément compte, mais je suppose que c'est quand même beaucoup d'heures, justement, à préparer les interviews, à questionner, faire les montages, et en plus, justement, enfin, t'as énormément d'épisodes. T'en as combien exactement déjà? Je crois que c'est le 75e, je pense. Ouais, justement, enfin, ça représente énormément, et merci pour ça, justement, d'une part de nous permettre de prendre la parole, et d'autre part, d'inspirer tes auditeurs, ta communauté, et c'est une super chose que tu fais là. Il faudrait que justement quelqu'un te passe ce portrait chinois à son tour, justement, pour que ça soit toi qui passe de l'autre côté. Ah ouais, c'est vrai. J'ai fait un épisode d'un podcast là, il y a pas si longtemps que ça, avec Mathieu Poulain. Il a un podcast et du coup j'avais fait il m'avait fait le coup là. Il m'a fait mon portrait chinois. Je m'y attendais pas, mais il m'a fait le coup. Donc voilà. Donc allez écouter l'épisode si vous voulez savoir mon portrait chinois. Merci. Et puis voilà. Et puis si vous voulez soutenir l'épisode, me donner un peu plus de force, déjà merci Khalil. N'hésitez pas à aller mettre un petit commentaire, mettre un avis favorable sur Apple Podcast ou en tout cas sur les plateformes d'écoute et de diffusion que vous utilisez. Mais en tout cas, voilà, ça me permettra d'avoir de la visibilité, ça me permettra, ça va me donner de la force. Et puis en plus, l'objectif c'est aussi surtout de donner de la visibilité à mes invités pour inspirer d'autres personnes et pour pouvoir en tout cas les encourager à continuer à inspirer les autres, en tout cas dans leur profession, en tout cas dans ce qu'ils s'entreprennent. Merci Khalil, et puis je te dis à très bientôt, je te souhaite une bonne continuation, et puis écoute, on se voit bientôt certainement dans le sud. Avec grand plaisir. Merci à toi et à très vite. Merci Khalil, bye bye.
Si t'es arrivé jusque-là, c'est que cet épisode t'a certainement plu. Alors, merci d'abord pour ton écoute et ta fidélité. Et pour te remercier, je t'offre un cadeau. 30 minutes de coaching avec moi pour t'aider sur le sujet que tu souhaites. Pour obtenir ton cadeau, laisse un avis et un commentaire sur Apple Podcast via iTunes et fais une copie d'écran, tu me l'envoies, je te la partage dans la foulée sur mes réseaux sociaux et je te contacte également pour que tu me parles de ton mental. Bye bye à toutes et à tous, on se retrouve très prochainement pour un prochain épisode.